vous présenter tous les résultats liés aux deux activités, aux deux sessions qui se sont passées. L'évaluation ici est plutôt portée sur l'évaluation de l'activité en elle-même plutôt que l'évaluation des étudiants, puisque ce n'était absolument pas une activité certificative. Après, il y a un petit volet qui passe par leur performance, donc je vais décrire ça tout de suite. Donc notre évaluation, elle se base sur des données à la fois de perception et de performance. C'est une démarche qui est directement inspirée du modèle de Dominique Verpoorten, le modèle des 3P, où le 3P manquant ici est le P de participation. Donc nos données de perception, elles sont issues de surveys qu'on a administrés auprès des étudiants à l'issue de 2 sessions de l'activité. Et dans ce survey, on avait à la fois des questions ouvertes et des questions avec des échelles de Likert. Donc sur une échelle de 1 à 5, à quel point vous êtes-vous senti à l'aise dans la communication, par exemple dans le duo. Concernant les données de performance, le processus a été un peu plus complexe. Donc les données de performance, elles reposent sur les productions des étudiants qu'on a récoltées à l'issue des 2 sessions. Donc ces productions, je les ai passées une après une. Et pour chacune d'elles, j'ai évalué un facteur de qualité. Et je les ai également confrontées à une liste d'erreurs typiques. Et chaque fois que je constatais une erreur typique dans une production, eh bien, j'assignais un malus à la production. Et donc à la fois la combinaison de ces malus ainsi que du facteur de qualité me donnait un score qui était compris entre 0 et 5. Il y a une formule, je ne vous affiche pas la formule mathématique, c'est une très belle formule, mais voilà. Et donc sur base de ce score, ce qu'on a fait ensuite, c'est que on l'a associé à un cluster, si bien que donc pour chaque activité, un étudiant appartenait à un cluster. Parmi ces clusters, on avait le cluster débutant, cluster niveau intermédiaire, semi-expert et expert. Et puisque l'activité n'était pas obligatoire, chose qu'on réfléchira peut-être l'année prochaine, on avait également un cluster pour les absents. Toute cette démarche-là de score et de cluster, on l'a aussi appliquée aux 2 évaluations certificatives qui encadraient les 2 sessions, qui avaient l'interro de mi-quadri et l'examen. L'objectif de ça, c'était en fait de voir leur évolution d'un point de départ à un point d'arrivée. Enfin oui, malheureusement je n'exposerai pas ces résultats parce que par manque un peu de temps, mais donc ça avait quand même, c'était assez intéressant de voir la croissance y était quand même. Voilà. Donc ici je ne m'attarde pas sur les données sur les résultats liés à la performance. Je voulais juste vous présenter la démarche. Si vous voulez plus d'infos, on peut en parler lors de la discussion. Et je vais me focaliser sur ce qui découle de leur perception. Donc, je vais m'attarder sur 3 questions ouvertes. La première concerne leur ressenti général à l'issue de la première activité. De manière très globale, nous avons posé la question: l'activité vous a-t-elle plu ou non? Oui, non. Et 88% ont répondu qu'ils avaient une expérience très positive. Alors si on regarde un peu plus précisément, les réponses ont mis en évidence vraiment plein de facettes de l'activité dont on ne s'attendait pas forcément. Je ne sais pas si vous savez lire ou si vous... Non. Donc je vais les lire dans l'ordre de gauche à droite. Donc il y avait vraiment l'aspect groupe, en fait, que c'est une activité de groupe, le fait que ce soit lié à la vie professionnelle, le fait qu'ils ont appris à se connaître les uns les autres, ce qui est assez étonnant parce que ça a eu lieu fin novembre, donc 2 mois après le début du quadri, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils apprennent à se connaître. Le fait que c'était amusant, le fait que c'était stimulant, et les 2 derniers à connotation un peu plus négative étaient le fait que c'était stressant et le fait qu'il y avait beaucoup de dépendance dans leur travail puisqu'ils devaient reposer leur travail sur celui de l'équipe précédente. Donc je ne sais pas s'il y a plus de détails à apporter par rapport à ces différents points. Le lien avec la situation professionnelle, c'est le fait, parce que j'ai moi-même pu travailler 2 ans, c'est d'ailleurs ce qui a inspiré un peu l'activité en entreprise, c'est le fait que souvent sur des énormes projets où on arrive, on est obligé de reprendre ce qui a été fait, même si ce n'était pas forcément les meilleurs choix, même si ce n'était pas les meilleurs choix qui ont supporté la solution, on est obligé de reprendre ça et on ne peut pas tout refaire. Et aussi cet aspect vraiment split des responsabilités au niveau des différentes étapes de résolution de problèmes, de résolution de projets, quoi.
Le côté stressant, c'est vraiment lié au fait qu'ils avaient un temps très limité pour réaliser leurs différentes productions. Donc en réaction à cela, au cours de la deuxième session, on a ventilé un peu le planning parce que c'était pas le but qui dégoûte à chaque étape. Et une petite portion donc ne s'est pas sentie à l'aise avec le fait de devoir reposer son travail sur celui des autres. Ça, c'est quand même un peu l'essence de l'activité, donc c'est difficile à changer. Donc la meilleure chose qu'on peut faire au vu de cela, c'est optimiser les phases de feedback pour assurer la meilleure continuité d'une étape à l'autre et que les bases soient plus solides. Alors la deuxième question concerne leurs apprentissages à l'issue de l'activité. De nouveau, de manière générale, on a 80-90% qui nous disent en retirer quelque chose. Plus précisément, à l'issue de la première session, on constate que ce sont les soft skills qui ont été les plus sollicités. Je base ce que je dis au vu donc, si on regarde les différents points d'apprentissage, on a précision et rigueur. On a le fait de travailler sous pression, le fait de gérer la méthodologie et à nouveau le travail d'équipe. Donc pour tout ce qui est précision, travail sous pression et travail d'équipe, j'ai groupé ça en soft skills, vu que c'est indépendant de la discipline. Et alors pour la gestion de la méthodologie, là au cours de la deuxième session, il y en a beaucoup qui ont senti qu'un apprentissage se faisait à ce niveau-là. Petit mot peut-être pour précision et rigueur, parce que ça c'est quelque chose sur lequel Monsieur Donnet, le professeur du cours, est très très à cheval. Et bien ça aussi, c'était grâce au fonctionnement de l'activité, c'est quelque chose qui était essentiel parce que de l'imprécision pouvait être interprétée de tellement de manières par l'équipe suivante que c'est comme ça aussi un peu en fonctionnement téléphone sans fil, que ça pouvait être mal interprété et que la solution pouvait partir et se déboîter complètement en fait du problème initial. Donc ça, par nature, ils étaient forcés d'y payer attention. Au-delà de dire, ce sont les attentes du cours. Et enfin, concernant donc les phases de feedback, on a constaté qu'elles étaient essentielles puisque on a 86% des étudiants qui nous disent avoir apporté des modifications à leur production sur base d'un feedback qu'ils avaient reçu. Mais bien qu'essentielles, ces phases ne sont pas optimales. Donc ce constat, je le base à la fois sur des témoignages des étudiants, puisqu'on a un quart qui nous disent spontanément que les feedbacks qu'ils ont reçus n'étaient pas clairs. Et à côté de ça, moi-même, en plus d'avoir passé en vue toute leur production, j'ai aussi pu rejeter un œil à leurs fiches de validation qui étaient parfois clairement réduites au strict minimum. Dans le survey, on a également été à l'affût d'idées d'amélioration, où on a certains étudiants qui ont soulevé le fait que oui, il en fallait sans vraiment donner d'idées, ce qui n'est pas non plus évident. Sinon, en termes vraiment d'actions concrètes, certains soulèvent le fait de leur donner plus de temps parce qu'ils ne sont pas du tout familiers au fait de mettre un feedback. Voilà. Et d'autres proposent le fait de pouvoir avoir une discussion orale en direct avec l'équipe précédente. Maintenant, le revers, c'est vrai que je pourrais lire peut-être une fois, le revers de cette proposition de discussion orale, c'est le risque en fait de court-circuiter entre guillemets le problème initial avec le travail de l'équipe courante qui serait alors tentée en connaissance du problème initial de complètement court-circuiter, de complètement reprendre le problème en fait initial à sa sauce avec ses propres idées. Et donc là, on n'est plus du tout dans le but de l'activité. Donc le but, c'est vraiment de faire abstraction de ce qui est demandé, de reposer son travail sur ce qu'on reçoit. Voilà, j'ai globalement dit ce qu'il y avait sur le slide. Il y en a deux en rose qui ne sont pas très lisibles. Ça rejoint le fait qu'il y en a, j'ai écrit obliger les donneurs de feedback à être plus clairs. Ce n'est pas une idée de feedback, une idée d'amélioration, c'est simplement dire j'aimerais bien des améliorations. Et le groupe récepteur n'a pas tenu compte du feedback, donc ça c'est juste le témoignage d'une frustration, mais c'est pas. Voilà. Ici, j'en ai terminé avec les évaluations de manière générale. Il faut savoir que c'était la première année, donc on a vraiment d'abord porté un regard global sur les choses. Ici, clairement, un des points plus sensibles, ce sont
ces phases de transition, d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, les phases de réflexion, c'est encore à revisiter et à recalibrer, on est vraiment dans le même cas. Et d'ailleurs, dans les phases de discussion, si vous avez, puisque vous avez aussi assisté à une présentation qui je pense était assez intéressante, et je suis tout à l'écoute. Et j'en arrive déjà à conclure. Donc, ce qu'il y a à retenir de l'activité CDB, c'est qu'elle touche à énormément de compétences qui sont disciplinaires, mais qui sont également humaines et globales. En particulier, le problème, l'activité vise à amener les étudiants à s'entraîner sur les étapes d'une méthodologie de résolution de problèmes, étapes dont ils ne peuvent pas se soustraire ici, liées au fonctionnement de l'activité. On a également amené les étudiants à communiquer à la fois oralement au sein de leur duo, mais aussi par écrit, en inter-équipe, en passant donc leur production à l'équipe suivante et en échangeant des feedbacks. Et enfin, l'activité imposait clairement une certaine rigueur et précision afin d'assurer la continuité de résolution du problème. Et en pratique, on a constaté que les étudiants étaient extrêmement réceptifs à ce type de dispositif où ils se sont montrés extrêmement actifs. Et là, pour citer le professeur qui m'accompagnait dans l'encadrement, après 10 minutes d'activité, il a dit « Je ne les ai jamais vus autant actifs après même 10 séances de TP qu'aujourd'hui après ces 10 premières minutes. » Donc clairement, ils étaient très focalisés, c'était tout nouveau pour eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas le temps de parler et ça a très bien marché. Et on pense déjà à certaines améliorations futures, notamment au niveau de l'organisation dans le temps. Donc ce qu'on fera l'année prochaine, c'est organiser 3 sessions au lieu de 2 et une en particulier en préparation de l'intervalle de mi-quadri. Parce que c'est un premier point qui en décourage déjà beaucoup parce qu'ils se font clairement saquer malheureusement. Et comme je l'ai mentionné, on aura aussi un focus vraiment spécifique sur ces phases de feedback qui sont encore le côté tangible de l'activité. Voilà. Merci. Merci bien. Bien, donc, au niveau de l'évaluation du projet de médiation culturelle et paysagère, nous avons rédigé une grille critériée qualitative, donc une grille de 21 critères en tout, donc c'est une énorme grille, 21 critères, c'est vraiment considérable, et le travail est un travail de grande ampleur. Chacun de ces 21 critères est évalué sur 4 paliers qualitatifs de A à D. Hein, donc on leur attribue une lettre A, B, C ou D. Et on exprime le résultat attendu pour chaque critère à l'avance. Donc voilà un extrait de cette grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, donc pour chaque palier de performance, pour chaque critère, le palier de performance est exprimé. Hein, donc pour vous donner un exemple, on leur demande, un des critères, c'est la localisation de la médiation. La localisation de cette médiation est-elle bien choisie? Eh bien, les critères, c'est pour avoir la note de A, cette localisation doit être précise et dans la zone de travail prédéfinie. Dans le critère B, elle est imprécise, mais elle est dans la zone de travail qui avait été prédéfinie. Le critère C est appliqué si la médiation est localisée en dehors de la zone de travail définie ou si elle est tout simplement absente du rapport. Pour ce critère-là, nous n'avons pas attribué de palier D, par exemple, parce qu'on juge que ce n'est pas un critère majeur. Donc certains critères n'ont pas de palier D. Vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard, lorsque j'aurai expliqué la transformation de cette grille en note. Donc cette grille qui est communiquée aux étudiants dès le début du dispositif. Donc dès qu'on leur explique en quoi va consister le projet, la grille d'évaluation leur est transmise telle qu'elle. Donc ils savent exactement quels sont les niveaux de performance atteints dans chacun des critères. Donc, nous avons créé cette grille, nous avons élaboré ce dispositif de travail de groupe, et puis des questionnements sont très vite arrivés, des questionnements qu'on se fait tous, je pense, lorsque l'on fait du travail de groupe évalué avec une grille. Comment prendre en compte l'investissement individuel de chaque étudiant?
comment éviter qu'un étudiant ne profite du travail des autres, hein. Donc, c'est des questions qui ont été soulevées lors de l'intervention de ce début d'après-midi. Deux autres questions que nous nous sommes posées, c'est comment transformer une telle grille de critères en notes, parce que c'est bien beau d'avoir une grille de critères, mais après, nous on nous demande de remettre une note sur 20, c'est le décret qui nous l'impose, donc à un moment donné il faut transformer, comment fait-on? Et comment éviter dans cette transformation qu'un critère fondamental non rencontré ne soit absorbé dans la masse de tous les critères qui seraient réussis. Hein, donc c'est vraiment des questions que nous nous sommes posées lorsqu'on a mis en place le dispositif. Donc la grille, il y a 3 volets dans la grille d'évaluation. Un volet qui concerne l'ensemble des rapports écrits qui sont fournis sur la médiation en tant que telle. Un volet concernant le prototype dans lequel est inclus la présentation de la vidéo. Donc cette grille-là est utilisée lors de la présentation de la vidéo, lors de l'évaluation de la vidéo. Donc une grille pour l'évaluation du rapport écrit final, une grille pour l'évaluation de la vidéo. C'est cette grille qui est également utilisée pour l'évaluation des pairs. Donc les pairs vont évaluer les vidéos avec la même grille que les enseignants. Et pour répondre aux questions, comment prendre en compte l'investissement individuel de chaque étudiant et comment éviter qu'un étudiant ne profite du travail des autres, nous avons introduit un 3e volet à la grille qui est l'investissement personnel. Alors cet investissement personnel, à première vue comme ça, lorsqu'on regarde les critères, cela peut sembler très organisationnel quelque part. Donc, présence aux séances de suivi. C'est un des critères d'évaluation. Nous leur demandons d'être présents et actifs dans les différentes séances de suivi. On leur demande d'effectuer l'évaluation des pairs. L'ont-ils effectué correctement? Ont-ils procédé à une évaluation sérieuse? Ont-ils fait des remarques pertinentes, constructives? Leur retour personnel sur le projet fait partie de la grille d'évaluation, tout simplement pour ne pas qu'ils bâclent cette partie-là. Parce que si on leur dit « ça ne fait pas partie de la grille », ils vont faire un retour personnel riff-rouf, on aura 3 retours personnels pertinents sur les 70, ce ne sera pas intéressant, donc on l'a introduit dans la grille pour les motiver finalement à se pencher sérieusement sur ce retour réflexif. Ensuite, il y a 2 critères d'investissement dans 2 des A1 de l'UE qui ont conservé une part de cours à côté du projet. Donc il y a quand même des notions théoriques qui sont transmises pour permettre aux étudiants de réaliser leur projet, notamment en lecture géographique du paysage, où on leur apprend à lire un paysage s'ils souhaitent mettre en place une médiation paysagère. Dans le cours de patrimoine, on leur apprend à lire le patrimoine régional, voilà, ou s'ils souhaitent mettre en évidence dans leur médiation un patrimoine particulier. Et donc ces 2 cours-là gardent quelques séances où ils ont leur propre matière, mais au service du dispositif. Et il y a une évaluation pour ces 2 cours-là qui s'intègrent dans la grille, donc qui n'est pas séparée du projet. Alors, pourquoi avoir choisi de faire un volet individuel séparé plutôt que d'essayer de détecter l'investissement individuel dans les critères précédents, donc du prototype ou du rapport écrit? En fait, on est parti d'un constat, la toute première année que l'on a réalisé le dispositif. Eh bien, on s'est rendu compte que les étudiants qui étaient pointés dans les rapports réflexifs comme étant ceux qui participaient moins, ceux sur lesquels la frustration d'autres étudiants s'est exprimée, étaient des étudiants qui avaient réalisé une évaluation par les pairs médiocres, sommaires, une évaluation des pairs sommaires, médiocres, n'avaient pas assisté à toutes les séances de suivi. Donc on a vraiment noté une corrélation assez étroite entre l'implication organisationnelle, si je puis dire, des étudiants et leur implication au sein des groupes. Et donc on s'est dit, insérons cela dans les critères d'évaluation. Donc la première année, il n'y avait pas ce volet individuel. Insérons cela dans les critères d'évaluation pour essayer de détecter ces profils qui seraient un peu à la traîne ou qui profiteraient un petit peu du mouvement lancé par le projet. Donc, et même chose, ces étudiants-là ont généralement un rapport réflexif personnel peu sincère,
fait de lieux communs et surtout en contradiction avec le rapport collectif. Donc, on s'est dit, si on insère la part individuelle dans ce volet individuel, cela va individualiser la note sans que l'on doive rentrer dans des processus extrêmement complexes de détermination de qui a fait quoi dans un projet aussi important. Malheureusement, ça nécessiterait des ressources. Nous n'avons pas, nous sommes déjà 4 enseignants dessus à s'investir plus que le nombre d'heures dans la grille nous donne. Mais bon, ça c'est un détail quand on est motivé et investi dans ce genre de dispositif-là. Mais vraiment, on avait réfléchi à un moment donné à une évaluation individualisée de chacun des critères en fonction des tâches que les étudiants s'étaient attribuées dans le rapport collectif. Mais ça s'est très vite avéré impraticable compte tenu du temps que nous avions, de la longueur des rapports et de la difficulté d'évaluer chacun de ces critères. Alors, deuxième élément que nous utilisons, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le recoupement du rapport réflexif collectif avec les rapports réflexifs individuels. Donc, quand les deux sont cohérents, pas de problème, si les 4 rapports individuels sont cohérents avec le rapport collectif, on suppose que le groupe s'est bien entendu, qu'il y a eu une juste répartition des tâches et qu'ils acceptent de facto une espèce de principe de solidarité au niveau de la note, quelque part. Mais dans le cas où il y a des contradictions entre les deux, eh bien, comme je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, on invite d'abord à une autorégulation du groupe. Ensuite, oui, pardon, ce n'est pas tout à fait ça que je voulais dire dans le diaporama ici. Donc, le rapport réflexif collectif est un outil, on estime que c'est un outil d'autorégulation dans le groupe. Donc, le fait de les obliger à réfléchir collectivement sur leurs pratiques les incite à déjà mettre sur la table finalement qui fait quoi, est-ce que ça se passe bien. Donc il y a déjà une première autorégulation du groupe via ce rapport réflexif collectif. Ensuite, chez certains étudiants dans le rapport individuel, ils expriment leur frustration par rapport à d'autres étudiants. Donc si on n'a pas su réguler ça pendant le dispositif, on peut le détecter à la fin du dispositif. Et là, évidemment, c'est un petit peu dommage par rapport à ce qu'on a vu, entendu lors de la première partie de l'après-midi. Et donc, je l'avais évoqué tout à l'heure, en cas d'incohérence flagrante entre les rapports, on convoque une dernière réunion exceptionnelle pour essayer d'exprimer finalement cette difficulté qui n'a pas été exprimée plus tôt dans les différents groupes. Voilà, ça c'est pour le volet évaluation plus individualisé. Donc l'ensemble du dispositif n'est pas individualisé, mais il y a une partie individualisée qui peut conduire effectivement un étudiant donné à avoir des notes différentes de ses membres, des autres membres de son groupe. Alors, je vais rapidement, parce que c'est un petit peu moins dans la thématique de la journée, mais vous montrer ce que nous avons apporté pour répondre à la seconde question, comment transformer une grille de critères aussi complexe en notes sur 20, et comment éviter qu'un critère non rencontré ne soit absorbé dans la masse des autres critères. Donc on est parti évidemment du constat qu'on nous oblige à remettre une note sur 20 pour un travail qui est globalement qualitatif, et donc c'est très difficile de quantifier en dehors, à partir de cette matière, un degré de performance, surtout que c'est un exercice qu'ils réalisent pour la première fois. Et donc le grand nombre de critères pose problème au niveau de la conversion si on utilise une conversion arithmétique, parce qu'on pourrait se dire A égale 4, B égale 3, C égale 2 et D égale 1. Donc si on fait une conversion arithmétique comme cela, on va avoir une absorption des critères échoués, non rencontrés, par des critères réussis. Au final, on peut se retrouver avec un travail, la moitié de critères rencontrés, l'autre moitié pas rencontrés. L'objectif est-il atteint dans le cadre d'un projet professionnalisant? Si c'est un projet professionnalisant, donc peut-on accepter que la moitié des critères soient rencontrés dans le cadre d'un projet professionnalisant? Et puis le deuxième problème, c'est l'effet de tendance centrale. Donc toutes les notes vont naviguer entre 8 et 12 en raison de cet effet de moyenne sur un très grand nombre de critères. Donc on a réfléchi à adopter une méthode de conversion non arithmétique
de la grille. Et notez que nous communiquons cette méthode aux étudiants dès le début du dispositif aussi. Donc ils savent exactement comment ils vont être évalués. Et là aussi, j'y suis allé de ma petite formule. Donc on est parti du principe d'un certain nombre de postulats. Donc on est parti d'un certain nombre de postulats. Tout d'abord, tous les critères évalués sont importants dans le projet. Nous avons sélectionné 21 critères qui ont tous une importance équivalente. Ça, c'est un premier postulat dans le cadre d'un projet professionnalisant. Un deuxième postulat que nous avons posé, c'est une négligence grave dans un des critères doit pouvoir être détectée au niveau de la note finale, doit avoir un impact sur la note finale. Et enfin, troisième postulat, un tel projet nécessite un investissement du début à la fin. Donc, à partir de ces trois postulats-là, on a mis en place une méthode de conversion de la grille. Nous allons attribuer à chaque palier une valeur comprise entre 0 et 1. Et plutôt que de faire une méthode arithmétique, on va plutôt utiliser une méthode géométrique, donc basée sur le produit des notes plutôt que sur la somme des notes. Et donc, tous les paliers, toutes les valeurs pour chaque critère vont être multipliées entre elles, puis multipliées par 20 pour obtenir la note sur 20. La question, c'est comment déterminer ces valeurs entre 0 et 1. Et donc, nous avons mis en place une formule. La valeur d'un palier est égale à la racine d'un seuil de réussite, généralement 50%, la racine n, c'est-à-dire n, c'est le nombre maximum de critères avec ce palier que l'on accepte avant que la note ne devienne négative. Donc en gros, c'est, voilà, on peut partir du principe que si 8 critères ne sont pas rencontrés sur les 21, n vaut 8, et quels que soient les résultats dans les autres critères, la note sera automatiquement calculée comme étant inférieure à 10 sur 20. Donc, quelques exemples, voilà, application de la formule. Donc, lorsque la valeur du palier A a ces critères complètement rencontrés. Donc, quand le critère est complètement rencontré, eh bien, on a atteint une note d'excellence. Finalement, on considère que c'est une note d'excellence, donc on met 1 point. Donc, A vaut 1. Là où il faut faire le calcul, c'est pour les paliers suivants. Pour le palier B, par exemple, nous sommes partis du principe que le palier B signifiait que le critère était tout juste rencontré. Donc, c'est satisfaisant. Ce n'est pas complètement rencontré, mais on peut considérer, compte tenu du travail fourni, que c'est valable et que l'on va valider ce critère-là. Donc, le B, dans l'absolu, c'est si tous les critères sont à B, eh bien, la note finale sera de 10 sur 20. C'est ça le principe de base. Le critère faible, le critère C, donc en gros, c'est pour ça qu'on fait la racine 21e de 0,5. Ça veut donc dire que si les 21 critères sont à B, le produit de ces valeurs de B, ça donnera 50%. Voilà, tout simplement. Si un critère est faible, palier C, il amène la note finale sous le seuil si plus de la moitié des critères sont classés en C. Donc en gros, ici, on part du principe que s'il y a au moins 11 des 21 critères qui sont notés C, la note finale sera inférieure à 10 sur 20. Et enfin, nous tolérons 3 insuffisances graves, jusqu'à 3 insuffisances graves dans les critères. Donc critères totalement pas rencontrés. Ces valeurs-là, 11, 21, 3, c'est des valeurs que nous avons choisies. Donc c'est en fonction de nos besoins. Donc on est arrivé à 4 valeurs, A égale 1, B égale 0,968, C égale 0,936 et D égale 0,794. Pour vous aider à bien visualiser, voici quelques exemples. Donc, si on a 21 critères notés A et aucun critère dans les autres, on atteint la note de 20 sur 20. Le travail est excellent. Si on a 21 critères notés B et aucun dans les autres catégories, le travail est jugé juste satisfaisant, vu que le B, dans notre grille, correspond à juste satisfaisant. Maintenant, des situations intermédiaires. 11 critères notés A et 10 critères notés C. Donc, le C ne devient un échec que s'il y en a plus de la moitié qui sont à C. Là, il y en a juste moins de la moitié. La note est de 10 sur 20. Autre exemple, 18 critères notés A, 3 critères notés D. On a dit qu'on tolérait jusqu'à 3 insuffisances graves.
la note est de 10 sur 20, vu qu'on tolère jusqu'à 3 insuffisances graves. Alors évidemment, ces cas-là sont des cas théoriques. Dans la réalité, tout est réparti entre A, B, C ou D. Donc, quelques exemples. Voilà, par exemple, un bon travail qui aurait 10 critères notés A et 11 critères notés B obtient une note, après application de la formule, de 14 sur 20. Voilà, un cas, 8 critères notés A, 8 critères notés B, 5 critères notés C, on obtient une note de 11 sur 20. Alors, je vous ai pris 2 exemples d'échecs. Un travail qui aurait 7 critères notés A, 8 critères notés B, 5 critères notés C et 1 critère noté D, 9 sur 20. Si vous regardez, il y a, avec la ligne précédente, il y a une seule différence. Un critère A est passé en critère D. Donc c'est notre volonté de faire en sorte que le critère D tire la note vers le bas pour sonner l'alarme finalement. Attention, il y a eu un manquement grave quelque part, et le reste du travail a des hauts et des bas. Attention, il faut y remédier. Parfois, si c'est juste le nombre de critères C qui est très important, même sans critère D, la note peut aussi descendre sous les 10 sur 20. Donc voilà, c'est une manière peut-être un peu compliquée, expliquée brièvement comme ça, de transformer la grille en note. Après l'application pendant 3 ans de cette manière d'évaluer, petite réflexion sur les avantages et inconvénients de la méthode. Donc, nous avons remarqué que pour les étudiants, ils ont très bien compris une chose, c'est qu'ils ont intérêt à être bons partout. Là, ils l'ont très bien compris, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils essaient de rencontrer un maximum de critères. Nous ne rencontrons pas de travaux où l'un ou l'autre critère ont été clairement pris par-dessus la jambe parce qu'ils se disent la vidéo, on a reçu un très bon feedback des profs de la vidéo, donc pour le rapport écrit, les aspects techniques ou le cahier des charges, on va faire ça vite fait et ça passera. Donc ils essaient vraiment d'aller à fond dans tous les critères. Deuxième point que nous considérons être un avantage, c'est que les insuffisances graves, donc les critères qui ne sont pas du tout rencontrés, vont effectivement tirer la note vers le bas et donc va inciter les étudiants à essayer, comme ça rejoint un peu le point A, d'éviter ces insuffisances graves. Troisième avantage, c'est que c'est une méthode très modulable. En fonction des besoins, vous pouvez faire varier la valeur de n, donc le nombre de critères avant qu'on passe sous le seuil. On peut même faire varier la valeur du seuil. On a choisi 50% parce que c'est la norme, mais on pourrait très bien imaginer des seuils différents. On peut aussi faire varier le nombre de paliers. Nous, on a choisi 4 paliers A, B, C, D. On pourrait très bien en augmenter. Mais généralement, nous savons tous qu'à partir du 5e palier, ça devient trop pour évaluer, sauf cas bien spécifiques, évidemment, qui s'y prêtent. Il est possible de pondérer les critères. Nous, on a choisi de ne pas les pondérer, mais la formule permet la pondération. Alors, ce que nous avons considéré comme un avantage aussi, c'est que les étudiants ne peuvent plus calculer. Ça rejoint un peu ce que je disais au-dessus. Ils peuvent plus dire « Ah ben voilà, j'ai réussi la première partie, je peux lever le pied sur la deuxième partie. » Et c'est une méthode automatisée de conversion des grilles. Donc, quelque part, c'est peut-être un défaut aussi, mais on a essayé de gommer ce côté subjectif dans la conversion. Bien souvent, quand on essaie de convertir une grille, il y a 2 grilles qui se ressemblent, mais qui ne vont pas arriver à la même note, ou 2 grilles très différentes qui vont arriver à la même note. Donc la méthode de conversion ici, elle est automatisée et la même pour tout le monde. Parmi les faiblesses que l'on a notées, oui, quand on présente le dispositif d'évaluation aux étudiants, au départ, ils n'y comprennent strictement rien. Ce n'est pas du tout intuitif pour eux. Ils ne voient pas vraiment de prime abord quand on leur explique. Il faut leur expliquer plusieurs fois avant qu'ils ne commencent à saisir. Donc c'est très peu intuitif pour les étudiants au départ. Cette méthode s'applique assez mal sur les grilles à faible nombre de critères. Donc j'ai essayé de l'appliquer sur d'autres grilles où il n'y avait que 7 critères en jeu. Et là, ça s'applique moins bien. Pourquoi ? Parce que c'est trop discriminant au niveau des insuffisances. Difficulté à bien évaluer la valeur des paliers. Voilà, il faut définir les paliers au départ. Donc c'est la difficulté. Quelle valeur pour les paliers ? Alors, pour les plus matheux d'entre vous, cette méthode, vous l'aurez remarqué, le 0 est techniquement impossible à atteindre. À partir du moment où on part sur des produits, le seul moyen d'obtenir 0 avec un produit, c'est de multiplier par 0.
Et ici, ce n'est pas possible. Maintenant, dans le cas de notre grille à 21 critères, si tous les critères sont notés D, on arrive à 0,003, donc on est proche de 0. À l'arrondi, ça fait 0. Une autre faiblesse, et là, il n'y a pas de solution, c'est un système soustractif. C'est-à-dire qu'on part d'un maximum et on va perdre des points au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça, c'est un problème en termes peut-être de construction de soi, de motivation, de se dire je ne vais faire que perdre des points plutôt que je vais me battre pour en gagner. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment une faiblesse sur laquelle il n'y a pas spécialement de solution, mais on me l'a déjà fait remarquer, c'est peut-être une faiblesse à un système soustractif. Même si, voilà, on est sans doute plusieurs à utiliser un système soustractif lorsque nous corrigeons nos évaluations. Hein, donc, voilà. Et évidemment, ça prend du temps à mettre en place, surtout la première fois, quand on n'a pas l'habitude du système. Ça nécessite pas mal de temps et de gestion. Une fois que c'est mis en place, ça va, mais voilà, la première fois, c'est assez difficile à mettre en place. Alors, comme pour terminer rapidement, nous nous sommes autorisés des ajustements. Parce qu'évidemment, hein, on sait très bien que les évaluations automatisées ont aussi leurs défauts. Donc, les ajustements que nous nous sommes autorisés sont de deux natures. Le premier ajustement, c'est nous avons ajouté un palier A+. C'est-à-dire que pour les critères qui sont remarquablement bien rencontrés, vraiment où les étudiants ont été au-delà des attentes de départ, nous souhaitions les récompenser en ajoutant un palier A+, donc qui augmente en gros de 10% la note finale, si celle-ci est positive à l'issue du premier calcul. Et nous avons introduit des paliers intermédiaires, parce qu'on s'est rendu compte, lorsqu'on est 4 évaluateurs, on le sait très bien, lorsqu'on est plusieurs évaluateurs sur une grille, mais la grille a beau être réfléchie ensemble en amont, au moment de l'évaluation, on arrive à ne pas être d'accord au niveau de quelle note mettre. Donc dans ce cas-là, comme il n'y a que 4 paliers, et que si on doit choisir entre B ou C, ça a quand même une certaine implication, on a choisi d'introduire des paliers intermédiaires. Donc il y a du B+, C+, ou D+, au cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et dans ce cas-là, la valeur du palier est la moyenne arithmétique des valeurs de chaque palier en canon. Voilà. Donc c'est une méthode qu'on a essayé pour convertir les grilles d'évaluation en notes. Voilà. Merci bien. On a déjà débordé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va venir nous chercher. On sera frustré, on serait frustré si on ne pouvait pas un minimum discuter. Donc allons-y, on verra bien qui toquera à la porte. Si je peux juste poser une question à Géraldine. Mais voilà, j'ai une question pour Géraldine. À un moment donné, tu as parlé de clusters d'étudiants où ils étaient classés d'experts pour les meilleurs, hein, débutants pour les autres. Comment exploitez-vous ces clusters après? Je peux montrer vite fait. Ça part d'un histogramme, mais d'un histogramme évolué dans le sens où l'histogramme... Tu vas pas montrer ta formule, toi, effectivement. Ah non, mais la formule, elle est là. Si je peux la montrer, mais là, je crois que on a eu le quota. Non, c'est pas méchant. Non, mais c'est un problème. Mais donc voilà, si on fait abstraction d'abord de toutes les vagues dans tous les sens, on a donc une première barre qui correspond à comment se répartissent les étudiants parmi les clusters au moment de l'interro. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de semi-experts, qu'il y avait quand même une bonne partie d'intermédiaires. Puis de même pour session 1, de même pour session 2. Et après, les vagues vous disent, ok, donc dans ceux qui étaient classés débutants, eh bien on a une moitié qui bouge dans semi-expert. C'est comme ça qu'on a procédé. Donc, vous voyez l'évolution. Oui, ça c'est le plus de l'histogramme classique où en fait, ok, on voit comment les proportions évoluent, mais on ne sait pas qui a bougé de où à où, quoi. On ne sait pas si ce qui était beginner soit en fait juste resté beginner ou s'il y a eu un échange. C'est un super outil d'évaluation formative aussi, ça. Ouais. Alors, d'évaluation d'approbation. Oui, clairement, c'est mon superviseur. Il aime beaucoup les graphes un peu plus élaborés. Ouais. Et alors, oui, c'est ça, l'examen. Ils refont donc le même. Ouais, je suis repassée aussi par tous les examens pour refaire ce facteur qualité, le score, etc. Et puis
Et puis oui. Oui, donc voilà, je ne sais pas si je le lis bien, mais on voit le nombre d'experts qui augmente, puis tout à coup il diminue Il diminue à l'examen. à l'examen. Et il y a cet aspect aussi. Je ne sais pas si c'est important, mais il y en a quand même beaucoup qui restent semi-experts, hein, donc ça va. Ouais. Et il y a le fait qu'ils soient en duo, et ça rejoint aussi. Ah oui, Ok, oui. Ils sont en duo, mais quand ils se retrouvent tout seuls, Oui, d'accord. comment est-ce qu'ils s'en sortent à l'examen? Oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Ah, c'est Donc intéressant. il y a plus d'experts quand ils travaillent en duo Oui, que voilà. de session. Oui. Ce qui est une valeur ajoutée du travail d'équipe. Ah, clairement. Et alors les absents là, c'est quoi? C'était la vague Covid ou... Il y a eu. Non, en fait, on l'a fait. Il y a des contraintes et on l'a fait 2-3 jours avant le blocus. Et eux, ils sont tous déjà partis en blocus. Globalement, ils étaient très fatigués, même pour le cours théorique. Mais c'est parce que c'était le seul slot disponible, mais ça, il ne faut plus le faire. Parce que... Donc vous avez des données de participation. Hein. Oui, vous avez annoncé clairement. que vous n'avez pas de données de participation alors que vous avez des clairement, absents. c'est vrai Donc, qu'on allait. vous avez effectivement ces données-là. Ouais. Ce qui n'est pas très facile dans vos graphiques, c'est que vous ne donnez pas les N. Donc, les N, donc on n'a aucune idée du nombre. Oui, du de nombre. fait. Oui, donc ça, c'est pas facile. Et alors, on ne sait pas non plus, donc vous annoncez des échelles de Likert, probablement en 4 ou en 7 points. Ouais, en 5. Ou en 5, oui, c'est 5. Alors, vous avez plein de gens qui vont au milieu, mais bon, si vous voulez, 5. Et après, vous nous donnez des graphiques qui appauvrissent cette information-là en nous disant les positifs, les négatifs. C'est parce que les graphiques que j'ai montrés, c'était que relatif à les questions ouvertes. Ok, ça va. Oui. Et ouais. Parce que ça aussi, la proportion d'étudiants qui ont cité ce mot-clé-là, Oui. effectivement, c'est la proportion d'étudiants que vous donnez. J'ai dû moi-même, en fait, sur base de toutes les questions ouvertes, faire des groupes de réponses. Qu'est-ce qui revient à chaque fois, rigueur, précision. Et donc, Mais plus que le nombre d'étudiants qui disent ça, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la représentativité de ce mot-clé-là sur l'ensemble des citations. Donc avoir un total, on va dire qu'il y a 10 étudiants qui donnent des qualificatifs, ils en donnent parfois 1, parfois 2, parfois 3, et de pouvoir additionner toutes les citations et avoir une représentation des mots-clés sur l'ensemble. C'est très intéressant de dire qu'il y a 3 étudiants qui l'ont dit, il y a 4 étudiants qui l'ont dit, mais sur l'ensemble, ce mot, allez, je vais prendre le goût de travailler en équipe, ça c'est effectivement quelque chose. Donc on a un autre éclairage si on travaille sur le taux de citation que sur le... c'est très bien parce que je le présente en conférence dans 2 mois, donc je prends toutes ces améliorations pour le message, parce que moi je suis fondant, donc je connais tous ces chiffres. Maintenant quand il faut faire passer le message de personne, c'est autre chose. Et alors toute cette analyse, tout ce sondage, tout ce qu'on a vu là, c'est très éclairant pour vous. Est-ce que vous le présentez aux étudiants? Est-ce que les étudiants y ont accès ou est-ce que c'est juste pour vous? Non, alors il y a eu cette question, qu'est-ce qu'on fait après? Et ça a été, en tout cas après la première session, toute une rubrique dans le survey. Est-ce qu'on fait une correction orale? Est-ce qu'on fait une correction personnalisée? Ce qu'on a fait, c'est j'ai présenté le ressenti de tout le monde, d'une part, et d'autre part, j'ai fait une correction pour un problème, pour montrer ce qu'on attendait. Et donc le résultat du sondage, cette analyse-là, tous les étudiants ils ont eu accès, il y a eu une présentation là-dessus. Voilà. Et vous avez fait toute seule, pardon. Allez-y. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelqu'un d'autre? Moi j'avais une question, je dirais, le travail d'équipe des 4 enseignants, il se passe comment? Il se passe plutôt bien. On a tous les 4... On a tous les 4 connaissance de la dynamique de travail d'équipe, donc on a très vite chacun trouvé notre position dans le travail d'équipe. C'est vrai que il se trouve que j'ai pris le leadership du groupe, mais on s'est tous trouvé sa position, sa place dans la dynamique du travail d'équipe, et ça se passe vraiment très bien. Vraiment. Mais les étudiants t'identifient comme le leader. Oui, donc, les étudiants ça c'est lourd pour le... Alors effectivement, les étudiants ont toujours tendance, à premier abord, à venir vers moi. Mais je n'hésite absolument pas à les renvoyer vers mes collègues, parce qu'au bout d'un moment, sinon je m'en sors effectivement pas. Les premières sollicitations viennent souvent vers moi. Donc du coup, on a mis en place, pour éviter ce genre de choses, on a mis en place des canaux de communication
où ils peuvent nous contacter tous les 4 simultanément. Mhm. Donc voilà, donc on leur dit, ben, si vous avez des questions, vous les posez sur le canal de communication où nous sommes tous les 4 présents simultanément. Et donc le premier enseignant qui voit la question, il répond, et généralement on fonctionne en consensus avec les collègues, donc on ne va jamais aller contre une réponse précédente d'un autre collègue. On peut apporter de la nuance parfois, mais jamais d'opposition devant les étudiants. Je tiens à rendre avec ça quand vous parlez des suivis qui étaient répartis entre les 4 enseignants. Oui. Est-ce que le même groupe dans les différents suivis va voir les 4 enseignants? En fait, non, en fait, le suivi n'est pas réparti. On est sur les suivis en présentiel, on est toujours tous les 4 présents. Et alors, qu'est-ce qui est réparti? Parce que il y a 4 pros dans l'équipe et ils se répartissent le suivi. Oui, on se répartit le domaine d'expertise dans le dispositif. Donc, par exemple, moi, l'aspect technique, je ne suis pas l'expert dans l'aspect technique. Voilà, on s'est chacun attribué un domaine d'expertise dans la réalisation de la médiation. Et donc, vous répartissez, vous remplissez la grille critériée d'évaluation. Oui. Chacun Alors, complète sa partie. la partie pour la vidéo, chacun on l'évalue individuellement. Ouais. La partie pour le rapport écrit, on la remplit collégialement. D'accord. De nouveau, on varie les méthodes de remplissage de la grille. Et moi j'ai un peu peur de paraître idiot, mais une des questions centrales c'était la question de la prise en compte de cotes individualisées, le truc. J'avoue, je n'ai pas bien compris. Non, je comprends tout à fait, effectivement. Donc l'individualité de la note vient du 3e volet de la grille qui prend en compte un certain nombre de critères, mais tous ces critères-là sont individuels. Ils sont cotés individuellement. Et donc, quand vous avez parlé des 3 volets, c'est Il y a un volet à rapport l'intérieur des écrit. 21. À l'intérieur des 21. Les Ok. 21 critères sont répartis en 3 volets, rapport écrit, vidéo du prototype et individuel. Et je ne sais plus combien il y en a pour individuel, mais il y en a plus que 3. Il y en a 5 ou 6. Voilà, c'est ça. Donc, vous en tolérez 3. On ne peut pas imaginer que l'étudiant a complètement négligé ça, mais il passe quand même. Le reste Non, est excellent. voilà. Mais... Ça a été effectivement calculé pour un étudiant qui n'écrirait tout simplement pas son rapport réflexif et qui ne ferait pas l'évaluation par les pairs. C'est ça. Il a très très peu de chances d'obtenir une note positive, à moins d'avoir fait 1 dans tous les autres critères, ce qui est relativement rare. Des dés dans cette partie-là vont vraiment tirer la note. Oui, partout. Les dés partout Oui, tirent la partout, note. mais Mais c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit Notamment. certains critères n'ont pas de D, de niveau D, Ah oui, aussi. justement Aussi, pour, oui, parce qu'on considère que ce ne sont pas des critères qui sont aussi fondamentaux que les autres. C'est ça. Et c'est ceux-là qui seront aussi les A+, qui auront un Pas A+. forcément, le A+, peut venir à tous les niveaux. D'accord. Oui, j'étais très interpellée par votre souci de vous interroger sur le système soustractif. Oui. Puis en disant, bah oui, on fait tout ça par rapport à des erreurs fréquemment commises, etc. Et je me demande si on pourrait, donc, sans révolutionner tout ça, se dire qu'on va abandonner le système soustractif pour justement le volet individuel et les étudiants qui auraient été identifiés comme travaillant moins ou étant moins impliqués dans... Je pense que ça serait plus intéressant et d'un point de vue éthique plus porteur de dire le côté soustractif des critères de réalisation de l'activité, on le laisse comme ça, mais par contre on travaille avec un système de positif dans la gestion, dans la perception de la manière dont on a travaillé en groupe, etc. Parce que ça c'est justement difficile. C'est vraiment un petit peu, comment est-ce qu'on dit, épingler l'étudiant, enfin, mettre l'accent pour quelque chose qui est finalement un peu triste et un peu embêtant. Oui. Donc peut-être réfléchir à un système pour valoriser les implications plutôt que justement à ce niveau-là Oui. être... Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais... Ah oui, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est une suggestion très intéressante. Donc, la note serait calculée sur base des aspects collectifs et l'aspect individuel ne pourrait que, s'il est bien fait, valoriser. Oui. Vous voyez, merci, c'est vraiment une chouette suggestion. Ouais. Je n'y avais pas pensé, mais ça va. Ben voilà, on a quand même